Depuis la nuit des temps, de mystérieux objets sillonnent les cieux de la Terre. Le fait n'est pas contestable. Qu'on les appelle ovnis ou flying saucers, leurs origines, leur matière, voire leur consistance, sont à ce jour une énigme, mais aussi un formidable outil de réflexion, de rêverie et de recherche, faisant indéniablement progresser la pensée humaine, la littérature et la science. À travers cette quête aux confins du fantastique et du merveilleux, nous vous convions à un étrange voyage grâce à des personnalités souvent très différentes dans l'approche du phénomène. En voulant répondre aux questions posées par les ovnis, astrophysiciens, écrivains, ufologues et scientifiques soulèvent peu à peu le voile. On ne peut plus dire aujourd'hui que ce qui ne s'explique pas n'existe pas. Cette science inconnue n'est pas de la magie, c'est sans doute un pan entier de notre avenir. 24 juin 1947. Une date dans l'histoire des soucoupes volantes. Ce jour-là, Kenneth Arnold, PDG américain à Boise, Idaho, est aux commandes de son avion personnel. Il fait route vers Yakima, dans l'État de Washington, avec pour mission de rechercher l'épave d'un C-46 de transport de la marine qui s'est écrasé dans les monts Cascades. L'après-midi est ensoleillé et la visibilité très bonne. Soudain, vers 15 heures, un éclair blanc-bleu illumine tout le côté droit de sa cabine. À environ 40 km de lui, et se profilant sur les contreforts du mont Rainier, une formation de 9 objets scintillant d'un éclat métallique se déplace à grande vitesse. Ils volent à la même altitude que lui, 2850 mètres, en 2 lignes parallèles. Au voisinage du mont Rainier, ces objets grimpent presque à angle droit à l'altitude de 4200 mètres, puis disparaissent derrière le mont Adams. L'observation a duré 1 minute 30. Leur vitesse est estimée à 2400 km/h, 2 fois la vitesse du son. Vitesse fabuleuse à l'époque, puisque le mur du son n'est pas encore franchi. Kenneth Arnold déclarera un peu plus tard que ces objets se déplaçaient à la manière de soucoupes ricochant sur l'eau. L'expression fera fortune. Le blackout imposé par les gouvernements et l'étouffement médiatique féroce de l'affaire Roswell laissent à penser que les ovnis ne font pas seulement partie d'une mythologie littéraire exotique, mais qu'ils sont peut-être à la fois notre mémoire et notre destin. L'affaire de Roswell, c'est l'un des plus célèbres dossiers de toute l'histoire de l'ufologie dans le monde. Et de quoi s'agit-il? Il s'agit de l'accident supposé d'un ovni qui se serait écrasé aux environs de Roswell, au Nouveau-Mexique, près où se trouve la base des bombardiers atomiques à l'époque, en juillet 1947, au beau milieu de la première vague des soucoupes volantes à l'époque. Alors, je vous résume les faits. Le 8 juillet 1947 est publié un communiqué de presse sensationnel de la base des bombardiers atomiques qui annonce qu'ils ont trouvé aux environs de Roswell donc, un disque volant accidenté, qu'ils l'ont récupéré et qu'ils l'ont envoyé, tous les débris, pour examen les locaux techniques de l'armée de l'air. Mais le soir même, il y a un démenti du quartier général de Roswell, à Fort Worth au Texas, qui dit qu'ils se sont trompés, qu'en réalité ce qu'ils ont trouvé c'était un vulgaire ballon météo avec sa cible radar. Et l'affaire a été enterrée pour 30 ans. Mais en 1977, presque par hasard, un ufologue américain, Stanton Friedman, a rencontré l'un des protagonistes de cette histoire, qui était le major Jesse Marcel, alors à la retraite en Louisiane, et cet homme lui a raconté une toute autre histoire. Il lui a dit que c'était pas vrai ce qu'on avait dit à l'époque, et qu'il avait passé la journée à récupérer des débris extrêmement étranges, qui ne ressemblaient à rien de connu. À partir de là, plusieurs équipes se sont mises au travail progressivement, et on a retrouvé plein de témoins, et l'affaire a pris une dimension considérable. En étant très restrictif, on peut dire qu'il y a eu au moins 87 témoins, dont 39 sur la récupération de débris étranges, 34 sur la récupération d'un appareil, sur un deuxième site d'ailleurs, en forme de soucoupe, et 31 témoins sur la récupération, la découverte de cadavres non humains. Donc ça fait beaucoup de monde, ça fait presque une centaine de témoins au total, enfin disons 87, et ça représente un dossier très solide en fait. Voilà ce qu'il faut dire. Et puis, il faut dire que pourquoi est-ce que c'est si important? C'est parce que si c'est vrai qu'on a trouvé un ovni, bon, il n'y a pas encore de preuves irréfutables, si vous voulez, hein, mais ça prend des dimensions, ça devient de plus en plus solide, et si on arrive à
prouver cela de manière vraiment certaine, c'est une découverte capitale. C'est un tournant presque pour l'histoire de l'humanité, hein, la découverte d'un engin extraterrestre. Donc voilà pourquoi c'est une affaire si importante. J'ajoute juste un mot pour dire que pour beaucoup de gens, en France notamment, on croit que l'affaire de Roswell, c'est une histoire d'autopsie d'un bidon, d'un cadavre qu'on a montré en 1995. Juste un mot là-dessus pour dire que ce cadavre qu'on a montré, qui est très bizarre et suspect, avec son gros ventre et 6 doigts aux mains et aux pieds, il n'a rien à voir avec les descriptions des cadavres de Roswell. En effet, 8 jours après sa création en 1948, l'US Air Force prend en charge le dossier UFO. Plusieurs commissions d'enquête sont créées successivement, en particulier la commission Blue Book en 1952. Mais la CIA intervint pour imposer le blackout après les événements de Washington de 1952. Cette année-là, les 19 et 26 juillet, des échos d'objets inconnus et volant au-dessus de la ville furent captés par 3 radars. Plusieurs pilotes commerciaux les aperçurent et un pilote d'avion en réaction fut même envoyé vers l'une des cibles qui se déplaçait au-dessus du Capitole. Pendant quelques minutes, ce fut la panique à l'aéroport. Les services officiels conclurent à une anomalie de la propagation des signaux radars et à des phénomènes de réfraction du genre mirage. Cependant, avant sa mort mystérieuse, le docteur McDonald, doyen de physique à l'Université d'Arizona, souligna l'absurdité de l'explication officielle. Le sujet devint tabou. Mais sur les insistances du docteur McDonald et du docteur Allen Hynek, directeur du Centre de recherche atomique d'Evanston, l'Air Force décide de la création de la Super Commission Condon. Le rapport conclut à la non-existence du phénomène, mais reconnut pourtant son impuissance à expliquer 10% des cas analysés. En France, 2 incidents majeurs ont marqué la deuxième partie du XXe siècle. 2 affaires qui, en échappant à l'étroitesse de nos frontières, ont écrasé médiatiquement leurs témoins. La pression sociale fut tellement forte qu'elle bouleversa leur vie à jamais. Il s'agit de Trans-en-Provence et de Valençol. L'affaire de Marignane, quant à elle, prit une ampleur bien moins retentissante, mais tout aussi troublante. Quant à celle du plateau d'Albion, malgré la ténacité de Jimmy Gueux, l'armée a toujours démenti le survol de la base atomique par les ovnis. Voici ce qu'écrivait Jimmy Gueux à propos du plateau d'Albion en 1985. Les témoignages en notre possession se recoupent, et ceux qui émanent de sources militaires sont les plus détaillés. Chaque fois qu'un silo était ouvert, 48 heures plus tard, un énorme vaisseau venait se stabiliser en altitude. Il larguait des modules de reconnaissance, sphères ou soucoupes, qui eux descendaient pour faire un point fixe à 5 ou 10 mètres au-dessus du silo ouvert. Tout cela prouve à l'évidence que cette base de missiles stratégiques était sous la surveillance constante des extraterrestres. Affaire de Trans-en-Provence, 8 janvier 1981. Un ovni atterrit dans le jardin de Renato Nicolai. C'était un jeudi, là, un jeudi le mois de janvier, le 8, là, c'était là, vers 5 heures. Quand je l'ai vu, moi, qu'il est en train de bricoler, là, oh, je dis quand même, des fois, hein, ça fait pas quoi. Quand je l'ai vu arriver, pratiquement, je ne l'ai pas vu tout à fait arriver. Voilà. Enfin, j'ai vu arriver, mais enfin, je ne l'ai pas noté, enfin, ça que c'était exactement. Alors, comment était cet engin? Ben, l'engin, c'était un engin, una forma, come 2 assiette, c'est-à-dire... Comme une soucoupe. L'una sull'altra va, un engin come ça, là, c'était 2,50 m là, sur 3 mètres, il fait environ le chose, là, le diamètre. De quelle couleur était-il? Plomb, mat, là. Il n'y avait pas d'insigne, de marque non, dessus? il n'avait rien du tout, là. Una soucoupe, si on va appeler, hein.
Le 1er juillet 1965, à l'aube, Maurice Mas est déjà à l'œuvre dans son champ de lavande. Alors qu'il roule une cigarette, il entend une sorte de sifflement très aigu. Face à lui, un engin en forme de ballon de rugby est posé sur un axe central enfui dans le sol. Aujourd'hui, Maurice Mas n'est plus de ce monde. C'est son ami de toujours, Maurice Chassepoul, qui nous conte cet événement hallucinant. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un genre comme une dauphine, là, une grande dauphine, une grande voiture, avec 3 pieds et un pied central. Un petit bonhomme qui était penché sur les lavandes, qui était en train de regarder, et un autre devant, qui était devant ce qu'on appellera une soucoupe volante. Il s'approche, et dès qu'il s'approche, bien sûr, celui qui était penché le voit, appelle son copain, et à ce moment-là, ils sortent de leur poche un genre de tuyau long comme ça, et il le braque sur Maurice. Et à ce moment-là, il est carrément pétrifié. Il est tétanisé, pétrifié, il ne peut plus bouger. Il voit tout, il entend tout. Voilà un peu comment ça s'est passé, comment l'histoire s'est passée. Bon, après, il dit que les bonshommes sont remontés dans genre comme un volet, ça se soulevait comme un volet. La soucoupe s'est soulevée environ d'1 mètre. Les réacteurs, enfin, dessous, ça a commencé à bouger, mais avec un bruit pas très fort. Et à l'espace de quelques secondes, ça est parti du côté de Manosque, et ça a disparu. Mais à une vitesse exceptionnelle. Et l'endroit où la soucoupe a passé, toutes les lavandes étaient brûlées. Alors effectivement, d'après vous, est-ce qu'il y a eu une soucoupe volante à Valençol? Moi je crois, parce que d'après les empreintes qui se sont produites sur le terrain de M. Mas, effectivement un engin s'est posé là-dessus. Les empreintes sont très visibles. Sont très visibles, oui. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être fait par des amateurs? Non, par aucun appareil connu, je crois pas. Et est-ce que M. Mas est une personne qui s'amuse à faire des blagues de temps en temps? Non, moi, là j'ai eu l'impression que vraiment il a dit la vérité, parce que vraiment il était un peu émotionné de l'engin qu'il avait vu. Depuis la plus haute antiquité, d'Hérodote à Tite-Live, de Platon à Cicéron, depuis Fontenelle et le siècle des Lumières, les écrits ont laissé les traces de l'ampleur du phénomène. Il en est de même pour les textes sacrés. Eh bien, on pourrait commencer par la Bible, ça paraît en quelque sorte normal. Alors que nous dit Ézéchiel? Il nous dit qu'il voit d'abord venir du nord un grand vent, une nuée, une tempête, ensuite un nuage qui semble contenir des éclairs, des formes lumineuses, et il parle même, au fond, de quelque chose qui ressemble à du métal chauffé, en plein feu, dit-il. Là, on aurait presque l'image moderne de l'apparition d'un ovni. Chez les anciens grecs et romains, il est question de boucliers volants. Et là aussi, ça devient beaucoup plus intéressant, et je dirais, nous cernons notre sujet. Pourquoi? Parce que la description qu'ils font de ces boucliers rappelle tout à fait les ovnis. En voici la raison. À notre époque, un objet courant, c'est une assiette, une soucoupe, voire une saucière. Pour les anciens, le bouclier était un objet tout à fait courant. C'était l'arme de défense numéro 1. Comment étaient les boucliers grecs de l'époque de Périclès ou d'Alexandre, ou les boucliers même de la première Rome et de la cavalerie romaine? Ils étaient ronds, ils étaient circulaires, ils étaient bombés. Et quand on nous parle d'un ovni qui ressemble à 2 assiettes l'une sur l'autre, il suffit simplement de poser ce que l'on appelait un oplon, qui a donné son nom d'ailleurs aux combattants grecs, l'oplite, c'est-à-dire ce fameux bouclier, de prendre 2 oplones l'un sur l'autre, et à ce moment-là, on voit apparaître une soucoupe telle qu'elle est décrite par les modernes. Voici 3 témoignages sincères. Les témoins ne sont pas des affabulateurs en mal de sensationnel. Ils relatent simplement les faits qui les ont bouleversés. Si parfois on peut penser que des phénomènes naturels hors du commun sont à l'origine d'une observation, que dire lorsqu'il reste des traces physiques sur les personnes? C'est le cas de Philippe Michon, de Sylvia Gros-Desormeaux et de Jean-Charles Hilde. J'avais à peine pris mon virage, j'étais à une vitesse de 45 km/h, que j'ai vu arriver par l'autre route une sphère de lumière rouge venir à grande vitesse. Et tout d'un coup, j'ai senti mon corps monter en température. Et croyant une combustion spontanée, donc j'ai regardé, mais
mes bras. Et de là, j'ai vu que j'étais éclairée du haut, du ciel. J'ai vu quelque chose, j'étais au milieu de la cour et j'allais pour sortir, donc je me dirigeais vers le portail et rejoindre mes petits collègues pour aller jouer. Et puis j'ai vu quelque chose venir, je sais pas, que j'ai vu avec le temps, c'est assez vague, mais un losange. Et dans ce losange, il y avait un autre losange, jusqu'à ce qu'il, en venant vers moi, donc il devienne de plus en plus grand. La campagne, tout s'est illuminé dans une couleur rouge-orangé. Et là, j'ai eu une impression de chaleur qui se faisait derrière moi. Je me suis retourné. Et là, cette sphère de lumière était sur la banquette arrière du véhicule, comme si elle sautillait. Comme si on me prenait la tête, ça m'a remis la tête face à la route que je prenais. Et à un moment donné, j'ai senti mon véhicule se soulever. Par rapport au piquet que vous avez là, c'était environ une hauteur d'1 mètre. Et d'un coup, cette étoile, que je croyais être une étoile, s'est déplacée d'abord vers la droite, et après elle a eu un mouvement vers la gauche, et d'un seul coup, elle est partie à une vitesse fulgurante vers le firmament, quoi. Tout était au ralenti, mes mouvements, ma bouche, bon. Et en me retournant, le phénomène en question, c'était plus un losange, c'était carrément, ça avait pris la forme d'un cigare. Et pareil, ça se, comment je pourrais dire, un cigare mais en position verticale. Et il s'éloignait par paliers, donc il devenait de plus en plus petit. Mais comment je pourrais dire ça, il se dédoublait, oui, il se dédoublait, mais en s'éloignant de plus en plus. Je lui ai dit, mais écoute, je suis fatigué, je vais aller me coucher, je suis pas bien. Je lui ai dit, mais non, mais qu'est-ce que tu as sur ton cou? Et là, elle me dit, bah, arrête de te regarder dans un miroir. Et là, au moment où je me suis trouvé devant le miroir, je me suis retrouvé, bien sûr, avec tous des petits rectangles qui partaient depuis la hauteur des oreilles, tout autour à intervalles réguliers, des rectangles rouges, comme un pincement, mais bien marqués. Et voilà, puis bon, moi, après, je me suis dit, bon, il faut que j'aille m'allonger, je suis pas bien. Puis le lendemain matin, bien sûr, tout avait disparu. Et moi-même, j'ai pas eu idée de faire une photo ce soir-là. En France, l'étude du phénomène OVNI fut par le passé l'œuvre d'Aimé Michel, de Jimmy Gueux, de Jacques Vallée et de Jacques Bergier. Aujourd'hui, Jean Sider, Stéphane Alix, Thibaut Canouty, Guy Tarade continuent de proposer des hypothèses. Ah, cette affaire de Marignane, vous savez, elle a fait couler beaucoup d'encre. C'est un atterrissage qui a eu lieu sur la piste du premier aéroport, par celui que nous connaissons aujourd'hui. Et il y avait un douanier qui était en train de patrouiller entre deux hangars lorsqu'il a été survolé par un engin qui était à très faible altitude. Si mon mémoire est toujours intact, il s'appelait Guy Quinchard, je crois. Il a sorti son revolver, mais ce n'a pas été le seul témoin. J'ai eu l'occasion par la suite de rencontrer à Nice un personnage qui avait été présent, mais qui a toujours voulu garder l'anonymat. Cet atterrissage a eu des conséquences assez intéressantes, car en effet, sur le point précis où l'objet s'est posé, on a retrouvé des pièces métalliques qui ont été très rapidement récupérées par les services secrets français. Après plus de 50 ans de recherche, je ne peux vous dire qu'une seule chose. Le phénomène existe, c'est un phénomène intelligent, il n'est pas d'origine humaine, et il y a eu des contacts entre l'intelligence qui manipule le phénomène et des terriens. Maintenant, il ne faut pas voir les ovnis sous la forme de tôle boulon. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai effacé depuis longtemps. Je pense que nous sommes peut-être en face des vecteurs qui remontent le temps, qui viennent d'une dimension parallèle, que la physique quantique nous révélera un jour ou l'autre. Les ovnis ne sont peut-être que des hologrammes pouvant prendre les formes les plus étranges, se multipliant à l'infini dans l'espace et le temps, projetés par une force incroyablement puissante et invincible, la vie. Et si la solution du mystère passait par l'humour de Jacques Bergier? Les ovnis, disait-il, ne sont rien d'autre que des hallucinations collectives provoquées par des extraterrestres. En fait, cette boutade est encore plus sérieuse qu'il n'y paraît. Il est fort possible, en effet,
que nos visiteurs nous leurrent en testant tout simplement notre ignorance grâce à des images virtuelles. Jacques Bergier pensait à un univers multiple, un multivers, où réalité et imagination sont interdépendantes. Au fond, il y aurait deux mondes. Un premier cercle-univers, composé par l'incessant dilatement cosmique, la ronde éternelle des galaxies et de la vie, puis un autre cercle qui engloberait le premier, celui des mythes, du merveilleux et du rêve, ouvert de temps à autre à notre réflexion et dont les ovnis seraient les messagers. La littérature et notamment le mouvement surréaliste intégrèrent les ovnis à leur imaginaire. Salvador Dali et Jean Cocteau s'enthousiasmèrent lors des grandes vagues soucoupistes des années 50 et 60. De ce vaste champ d'investigation, Terre creuse, Crop Circle, mutilation animale, mythe de Thulé, de l'hyperborée, de Shambhala, univers multidimensionnel, engin du futur, entité vivante, voire divine, on pourrait s'y perdre. Il n'en reste pas moins que les hommes les plus influents de la planète ont au cours de leur vie évoqué la présence des ovnis. Mikhail Gorbatchev, le phénomène ovni existe et il faut s'en occuper sérieusement. Vice-amiral Roscoe Hillenkoetter, ancien directeur de la CIA, ces objets inconnus sont sous contrôle intelligent. Werner von Braun, nous nous trouvons face à des puissances qui sont beaucoup plus fortes que ce que nous avions jusqu'ici estimé et dont la base est en ce moment inconnue de nous. Kennedy, Gordon Cooper, Barry Goldwater, le général Nathan Twining étaient ou sont persuadés de leur existence. Voici la dernière déclaration de l'astronaute américain Edgar Mitchell. Le Pentagone a toujours caché la vérité sur les ovnis, et en particulier sur la découverte à Roswell d'un vaisseau et de ses occupants d'origine extraterrestre. Selon Sheldrake, derrière la structure de l'univers et la configuration des formes se cacherait un modèle dynamique plutôt que statique. Le monde serait une entité continue, ce qui en affecte une partie en affecterait une autre. L'univers serait en fait confronté à une interdépendance permanente de ces innombrables dimensions. Le phénomène ovni en serait peut-être la synthèse et le lien. L'ovni de demain aura sans doute un autre visage que celui qu'il nous présente aujourd'hui. Du monolithe initiatique de 2001 à la merveilleuse soucoupe d'Adamski, on aspire toujours à la même transcendance. Lorsque nous serons prêts, lorsque l'homme aura assimilé son message, l'OVNI prendra certainement sa forme définitive. Entre-temps, le voyage ne fait que commencer. Mon nom est Walter Haute. En juillet 1947, j'étais en poste à la base aérienne militaire de Roswell comme officier de relations publiques. Je venais de passer le week-end du 4 juillet à ma résidence privée à environ 10 miles au nord de la base, située au sud de la ville. J'ai appris au milieu de la matinée de mon retour au service, le lundi 7 juillet, que quelqu'un avait fait état de restes d'un engin qui s'était écrasé. J'ai été informé que le major Jesse Marcel, chef du renseignement, avait été envoyé par le commandant de la base, le colonel William Blanchard, pour enquêter. Avant de quitter la base, le colonel Blanchard m'a emmené personnellement au bâtiment 84, connu sous le nom du hangar P3. En approchant du bâtiment, j'ai observé qu'il était étroitement gardé, aussi bien au dehors qu'à l'intérieur.
Une fois à l'intérieur, j'ai été autorisé à observer pour la première fois les objets récupérés juste au nord de la ville. Cela faisait environ 12 à 15 pieds de longueur et environ 6 pieds de haut, et l'ensemble faisait penser à un œuf. L'éclairage était faible, mais sa surface m'a semblé métallique. J'ai pu voir 2 corps sous une bâche en toile. Seules les têtes dépassaient de la bâche et je ne pouvais rien voir du reste des corps. Les têtes m'ont semblé plus grandes que la normale et la disposition de la bâche suggérait qu'ils avaient la taille d'un enfant de 10 ans. Je suis convaincu que ce que j'ai observé était une sorte de vaisseau avec son équipage venu de l'espace. Je n'ai pas été payé ni reçu quoi que ce soit de valeur pour faire cette déclaration et c'est la vérité selon mes souvenirs. Mais c'est quand que vous débarquez?